Roland! Ah, vous avez probablement sauvé une gemme. On a perdu tout ce qu'on venait chercher dans ce voyage, mais cet animal et son petit vont nous aider à éviter la faillite. Félicitations. Vous avez votre trophée! Un mâle, uniquement. Mais il est vivant, et tous les habitants de la planète vont faire la queue pour l'admirer, lui et tout ce que vous avez fait pour nous. Qu'est-ce qui ne va pas, hein? Ajay, il y est resté. Oh, je suis désolé. Vraiment, désolé. Vous savez, je n'oublie jamais les gens qui m'ont aidé, Roland. Il y a un job pour vous au parc de San Diego, si vous voulez. Non, merci. J'ai passé assez de temps en compagnie de la mort. Jurassic Park The Lost World ou Jurassic Park Le Monde Perdu en français est le second film de la trilogie Jurassic Park. Celui-ci est sorti le mercredi 22 octobre 1997 en France. Le film a été réalisé par Steven Spielberg. Le scénario a été écrit par David Koepp en se basant sur le roman Le Monde Perdu, écrit par Michael Crichton et qui est sorti en 1996 en France. La musique que l'on entend en fond a été réalisée par John Williams. Ce second film de la trilogie est un film de science-fiction de 129 minutes, produit aux États-Unis. Ayant discuté avec plusieurs personnes dans la communauté jurassique, je peux affirmer que celui-ci est très mitigé chez les fans. Certains le trouvent excellent, voire même mieux que le premier Jurassic Park, tandis que d'autres le considèrent comme étant le plus mauvais de toute la saga. Un film qui fait toujours débat, même aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de Débat d'une saga, nous allons confronter la vision des choses de fans appréciant le film et de l'autre la vision des choses de personnes ne l'appréciant guère. Cette vidéo vous permettra de comprendre les points de vue opposés des fans de la saga sur ce Jurassic Park 2, pouvant aboutir à des débats intéressants sur les points positifs et négatifs du film dans les commentaires, en restant polis et respectueux les uns les autres. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et je vous laisse découvrir le second épisode de cette série sur les films faisant débat à l'intérieur de la communauté Jurassic Park et World. Nous allons commencer cette vidéo avec la première partie concernant les personnes appréciant le film Jurassic Park Le Monde Perdu. Les arguments utilisés aussi bien pour le côté positif que négatif du film sont tirés d'un Discord où je demande à des amis ayant des avis opposés sur les films de la saga de donner leurs arguments pour les défendre. Donc vous comprendrez que tout ce qui va être énuméré dans cette vidéo est globalement subjectif venant de l'avis de plusieurs personnes. Dans ce film, nous avons l'introduction d'une seconde île, élargissant le lore de par son importance, car nous apprenons qu'il s'agit du lieu où étaient créés la plupart des dinosaures présents sur l'île du premier film, Isla Nublar. L'ambiance du film est plus froide et cynique, ce qui est appréciable après avoir eu Jurassic Park, qui était dans une ambiance bien différente. Nous passons d'un film où les dinosaures se trouvaient derrière d'immenses clôtures, avant qu'un accident ne les fasse s'échapper et que ceux-ci s'en prennent aux humains. Le Monde Perdu ne nous présente pas un parc, mais une île où les dinosaures sont en liberté. Et ici, la menace n'est pas le dinosaure, mais bien l'humain, qui arrive dans un lieu étant dominé par les dinosaures. Il faut d'ailleurs noter que l'ambiance sombre provient probablement de l'état d'esprit de Spielberg à l'époque, qui venait de sortir du tournage de la liste de Schindler. Dans ce nouveau film, nous avons l'introduction de nouvelles espèces super intéressantes, même si certaines sont mises au second plan complet. Parmi les espèces d'herbivores arrivant dans Jurassic Park Le Monde Perdu, nous avons le Pachycéphalosaure ou frère Tuck, le Mammiferasaurus ainsi que les célèbres stégosaures, dans une scène magique montrant qu'il ne faut pas forcément être un prédateur pour se montrer dangereux et que sur Sorna, personne n'est en sécurité. Du côté des carnivores, nous avons l'introduction des Compsognathus, qui nous montre que l'on n'a pas besoin d'être gigantesque pour être des adversaires tenaces.
Dans ce film, nous avons le développement du comportement animal, mais aussi de l'instinct parental des dinosaures, comme durant la scène du bébé stégosaure, et toute l'histoire tournant autour de Junior et le fait que son père Buck se met en danger en arpentant un territoire dont il ignore tout, juste pour retrouver son enfant dans la ville de San Diego, en semant la panique et en tuant moult personnages innocents, ou pas tant que ça. Maintenant que nous avons parlé de la faune du film, nous pouvons aborder la flore qui change bien par rapport au premier film. Dans Jurassic Park, nous voyons une jungle tropicale et luxuriante, alors que dans ce film, nous nous trouvons dans un milieu assez différent. Le style de forêt tropicale ne se ressent plus et laisse place à une forêt immense et dense, avec moult plaines que nous pouvons voir dans la scène où les braconniers traquent les dinosaures. Voir de nouveaux paysages et lieux est un véritable vent de fraîcheur pour la saga et permet de se diversifier entre chaque film et de ne pas paraître répétitif au niveau de ses décors. Nous allons conclure en parlant des personnages qui, malgré une évolution courte ou inexistante, restent attachants. Le personnage de Eddie Carr, qui sacrifie sa propre vie pour essayer de maintenir celle de ses amis ayant été victime de l'attaque du couple de tyrannosaures dans la caravane. Nous avons aussi Roland, qui est le chef du groupe de braconniers engagé par Ludlow. Et malgré le fait que celui-ci soit montré dans un camp d'antagonistes, nous voyons que celui-ci a des raisonnements de protagoniste, contrairement à une bonne partie de son groupe, et celui-ci n'a aucune forme de sympathie envers celui qui l'a recruté, des hommes riches comme Peter. Parmi les personnages secondaires, nous avons Dieter et Carter, qui malgré des apparitions moins importantes que les deux personnages cités un peu avant, nous retiennent tout de même l'attention du spectateur, de par leur caractère assez opposé. Dieter étant un antagoniste fait pour être détestable et qui remplit son rôle à la perfection, tandis que Carter a plutôt le rôle d'un personnage sympathique, un ami cher à Dieter, et que l'on voit dans la scène de chasse. Ces deux personnages sont aussi des personnages inoubliables de par leur mort horrible qui se grave dans nos mémoires. Et tous les arguments cités avant peuvent être utilisés pour d'autres personnages comme celui de Robert Burke par la même occasion. Pour finir, je dirais que ce film possède de bons FX qui, malgré le fait qu'ils ont fait leur temps, restent tout de même regardables sans que cela pique la rétine pour autant. Donc, nous allons comment ? Bien, comme je le disais, nous allons entamer cette partie. Vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Bref, dans cette seconde partie, nous allons parler du point de vue des gens n'aimant pas le film Jurassic Park Le Monde Perdu et montrer leurs arguments. Avant de les énoncer, je tiens à préciser que si des points de la première partie se trouvent dans la seconde, ce n'est pas une contradiction de ma part, mais bien l'avis de différentes personnes, pouvant apprécier ou détester un même point. Dans ce film, les personnages sont des défouloirs à cynisme, étant décrits comme vides. Même le personnage principal de l'histoire, qui est Ian Malcolm, n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette icône passant d'un homme sage avec des paroles divines et des discours poignants à un homme ne servant qu'à être une punchline sur pattes. Et si ce n'était que Malcolm, ça ne gênerait pas tout le film, mais des personnages comme Sarah, avec qui il semble avoir une sorte de romance, et c'est en partie grâce à elle qu'il se rend sur Sorna pour la retrouver, mais dès qu'il la retrouve, toute cette atmosphère disparaît et n'apporte aucune évolution aux deux personnages, ainsi qu'au scénario. Les personnages gravitant autour sont pour la plupart pas très intéressants ou détestables, comme Nick, qui est le seul et unique responsable de l'attaque de la caravane, vu que c'est lui qui a pris l'initiative de ramener Junior à celle-ci, car celui-ci avait été blessé à la patte. Mais si ce n'était que ça, on pourrait se dire qu'il a fait une connerie, mais qu'il a eu de la peine pour le pauvre petit Rex. Pourtant, ce même personnage n'a aucun scrupule de libérer les dinosaures du campement, alors que ceux-ci vont probablement s'en prendre au braconnier et qu'il y aura plusieurs morts et blessés. Mais en plus de tout ça, il va faire quoi notre activiste de Greenpeace? Remplacer les balles de Tembo par des fléchettes tranquillisantes? On pourrait se dire que ce n'est pas une connerie, car il sauve la vie d'un tyrannosaure qui chasse juste les personnes ayant fait du mal à son enfant. Seulement en faisant ça, il a permis involontairement à Ludlow de récupérer Buck pour le ramener sur le continent, et ce qui contribuera à l'accident de San Diego, qui fut un massacre, une fois de plus. Nous remercions chaleureusement Monsieur Van Owen. Pour continuer brièvement sur les autres personnages, nous pouvons aisément dire que Kelly est la gosse de l'histoire et rien de plus. Il ne s'agit encore une fois rien de plus qu'une volonté de Spielberg de mettre un enfant dans son histoire, même si ça n'a aucun intérêt et que son utilisation soit quelque peu ridicule.
Le personnage de Dieter a beau remplir son rôle d'antagoniste détestable, celui-ci est l'archétype du gars qui va crever, et ça se voit dès ses premières apparitions. Et comme dit plus haut, il ne sert qu'à enrichir ce cynisme que l'on voit perpétuellement dans le film. Pour continuer cette vidéo, nous allons continuer en parlant des décors. À cause des scènes qui se déroulent de nuit, nous ne voyons tout simplement pas les décors, ce qui est dommage, mais ce qui est encore plus dommage, c'est le fait que nous ne voyons pas non plus les dinosaures dans leur entièreté, alors que ceux-ci possèdent de très bon design. Pour rester sur les dinosaures, nous avons Buck et Do, les parents du petit tyrannosaure, se nommant Junior. Le film nous montre que ceux-ci ont laissé le petit seul trop longtemps, ce qui a entraîné inévitablement sa capture. Cependant, quand ceux-ci le récupèrent auprès de Sarah, Yann et Nick, ils partent avec le petit, le ramènent probablement au nid, avant de revenir, les deux, laissant une nouvelle fois Junior seul dans le nid. Cette incohérence, qui est loin d'être la dernière, est fort dommage, car au début du film, nous apprenons que Sarah est persuadée que les tyrannosaures ont un instinct parental poussé et qu'ils n'abandonneraient jamais sa progéniture, comme le suggère Robert Burke. Pourtant, le film prouve qu'elle a tort, mais dans une scène, celle-ci semble dire qu'ils l'ont, alors qu'ils ne l'ont pas. Bref, niveau incohérence, le film est loin d'en manquer, entre un quinche en l'air en lévitation après que Eddie soit parti sauver ses amis en danger de mort à cause de Nick, Buck qui grâce à ses pouvoirs psychiques a réussi à tuer et dévorer les membres de l'équipage ayant pour mission de le ramener à San Diego sans sortir de la cale, etc., etc. Bref, un point positif du film, c'est bien la musique et notamment le thème principal qui est très cool, mais pourquoi il passe tout le temps ? Le thème principal est souvent utilisé dans des scènes de magie, ou des scènes quand il n'y a pas les antagonistes. Pourtant dans ce film nous entendons ce thème quasiment tout le temps, et même dans des scènes avec Peter Ludlow, Roland Tembo et Dieter Stark. L'exemple le plus flagrant est la scène de chasse avec les braconniers, alors qu'il n'y a aucun sens au fait qu'elle passe à ce moment-là. Pour conclure cette partie, nous allons entamer le dernier point qui est le je m'en foutisme des scénaristes. La saga Jurassic a toujours essayé de faire passer un message philosophique, ou au moins de développer une thématique. Sauf que ce n'est pas le cas dans The Lost World. Ce film n'essaye rien, et c'est fort dommage car il donne pas l'impression que le scénario n'a même pas été assez travaillé pour en faire quelque chose de bien, et qu'il a juste été tourné sans réelle intention derrière. Pourtant, le film avait Spielberg en tant que réalisateur, un livre de Crichton pour s'inspirer, et John Williams à la musique. Rien ne semblait clocher, et pourtant le film a échoué en ayant les moyens de réussir. Ce qui est, encore une fois, bien dommage. Nous voici à la conclusion de cette vidéo sur Jurassic Park Le Monde Perdu. Cette dernière partie va se diviser en deux. Premièrement, je vais donner une conclusion à la vidéo sur ce que l'on doit retenir du film. Et dans la seconde partie, je vais donner mon avis personnel sur celui-ci. Le film Jurassic Park Le Monde Perdu est un film qui avait tout le potentiel pour faire une excellente suite, mais qui n'a malheureusement pas convaincu tout le monde à cause de nombreux problèmes que l'on peut aisément voir lors de nos visionnages. C'est un film qui aurait pu faire mieux, mais qui possède d'excellentes idées, tout comme d'excellentes musiques et autres. Ce ne fut pas un succès comme le premier Jurassic Park, et même si aujourd'hui nous avons beau avoir des suites pouvant lui faire de l'ombre, cela reste un film correct, malgré qu'il peut être une purge à voir pour certains. Personnellement, je trouve que Jurassic Park The Lost World est une excellente suite à Jurassic Park. Je reconnais que ce film n'est pas parfait, et je pense qu'aucune suite ne peut se vanter d'être plus parfaite que le premier film, et que malgré ses problèmes, nous pouvons tirer du positif dans ce film, comme la scène de la caravane ou celle dans les hautes herbes. Personnellement, je classe Jurassic Park 2 en seconde position de mon classement, derrière Jurassic Park et à peine devant Jurassic World Dominion. Maintenant que la conclusion est terminée, je peux vous souhaiter une bonne journée ou soirée, et de vous dire, comme à tous les épisodes de débat d'une saga, que pour se faire un avis sur un film, ce n'est pas de regarder des critiques en parler, mais c'est d'aller le voir.